Bonjour! Cette capsule vidéo se veut une introduction à l'univers infiniment petit des micro-organismes. La capsule répondra aux objectifs suivants. Définir ce qu'est un micro-organisme, distinguer entre microbiote endogène, exogène et transitoire, identifier les conditions qui favorisent la prolifération des micro-organismes, situer les grands groupes de micro-organismes au sein du vivant et finalement comprendre la nomenclature binomiale. Commençons par définir ce qu'est un micro-organisme. Un micro-organisme est un organisme, un être vivant, microscopique ou très petit. Ce terme inclut également les particules infectieuses non vivantes comme les protéines ou des assemblages de protéines que sont les prions et les virus. Le terme germe est un synonyme de micro-organisme. Le terme microbe, quant à lui, est plus péjoratif. Il désigne les micro-organismes pathogènes, mais c'est un terme désuet. Nous préférons le terme agent pathogène. Les micro-organismes forment une communauté qu'on appelle microbiote. Un microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans un lieu donné. On parlera de microbiote endogène pour l'ensemble des micro-organismes qui caractérisent normalement un lieu donné. Par exemple, les bactéries qui colonisent le côlon chez l'être humain. Donc, ces bactéries-là, c'est normal de les trouver là. Ils colonisent normalement le côlon. On parlera du microbiote intestinal, un microbiote endogène chez l'être humain. Le microbiote exogène désigne l'ensemble des micro-organismes qui ne proviennent pas d'un lieu donné. Par exemple, une moisissure dans les voies respiratoires humaines appartient au microbiote exogène à l'être humain, puisque normalement, on ne trouve pas de moisissure dans les voies respiratoires humaines. Cela dit, une infection peut-elle être causée par un micro-organisme qui appartient au microbiote endogène? Eh bien oui. Pourquoi? Parce que certaines bactéries peuvent se déplacer d'une région à une autre. Par exemple, une bactérie appartenant au microbiote endogène du côlon humain pourrait se retrouver dans les voies urinaires d'une même personne et donc provoquer une infection urinaire. De même, une bactérie présente dans le pharynx humain, donc dans la gorge, qui n'est pas en quantité trop nombreuse, donc il n'y a pas un grand nombre de bactéries, donc ne provoquera pas une infection, mais en trop grand nombre pourrait provoquer une infection. On parlera alors d'une infection d'origine endogène. C'est maintenant qu'il faut introduire le terme de microbiote transitoire. Ce terme désigne un ensemble de micro-organismes non caractéristiques d'un lieu donné et qui ne sont que de passage dans ce lieu. Par exemple, une bactérie sur le comptoir d'une pharmacie. Donc, cette bactérie-là ne trouvera pas sur le comptoir des conditions propices à sa multiplication. Donc, ce n'est pas un endroit hospitalier pour la bactérie. Elle va finir par mourir faute de conditions qui sont optimales pour sa croissance. La même chose dans le corps humain. La majorité des micro-organismes pathogènes vont être considérés comme transitoires. Pourquoi? Parce que comme on va se défendre contre ces micro-organismes-là, ils ne vont pas trouver des conditions idéales à leur développement. S'ils trouvent des conditions idéales à leur développement, ils vont provoquer une infection, auquel cas on va se défendre contre cette infection jusqu'à éliminer le micro-organisme de cet endroit-là. Donc, transitoirement, elles sont passées, elles ont provoqué une infection, mais idéalement, on veut s'en débarrasser. Quelles sont les conditions qui assurent la prolifération des micro-organismes? Tout d'abord, les micro-organismes, comme tout être vivant,
dépendent d'un apport en nutriments. Dans le lieu où ils se retrouvent, s'il n'y a pas de nutriments, les micro-organismes ne pourront pas assurer leur métabolisme et leur croissance. Tout à l'heure, on donnait l'exemple du comptoir de la pharmacie. Sur le comptoir, il n'y a pas beaucoup de nutriments pour assurer la prolifération des micro-organismes. Par contre, si par inadvertance, ce micro-organisme se retrouve dans les voies digestives humaines, à cet endroit-là, il y aura beaucoup de nutriments pour assurer leur prolifération. Les conditions atmosphériques sont aussi importantes. Donc, certains micro-organismes sont aérobies stricts, c'est-à-dire qu'ils ont nécessairement besoin d'oxygène pour survivre. D'autres, au contraire, survivent en absence d'oxygène, donc l'oxygène leur est, si vous voulez, toxique. D'autres sont aérotolérants, donc peuvent survivre en milieu où il y a de l'oxygène ou non. Les conditions de température varient également d'un micro-organisme à un autre. La majorité des micro-organismes qui infectent l'être humain vont être dits mésophiles, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une croissance optimale autour de 37 degrés Celsius. Mais certaines bactéries ou autres micro-organismes vont être psychrophiles, c'est-à-dire qu'ils vont tolérer des températures plus basses que 37 degrés Celsius, et les thermophiles vont tolérer des températures beaucoup plus élevées. On a même des bactéries là, qui peuvent survivre à des températures aussi élevées là, que 80 degrés Celsius, par exemple. Donc, les conditions d'humidité sont importantes. La majorité des micro-organismes sont des organismes très petits, souvent unicellulaires, qui vont donc dépendre de la présence d'eau pour pouvoir survivre. D'autres micro-organismes vont être sensibles aux conditions de pH, certains préférant des pH plus acides, d'autres plus basiques. Finalement, la compétition par rapport à d'autres espèces peut être aussi un aspect important qui va expliquer pourquoi certains micro-organismes prolifèrent à des endroits ou pas à d'autres endroits. Si on prend l'exemple du côlon chez l'être humain, donc il y a plusieurs espèces qui colonisent le côlon. Donc, la compétition qu'offrent ces espèces-là va permettre de nous protéger, par exemple, contre d'autres micro-organismes qui pourraient s'implanter dans le côlon et être pathogènes. Donc, je vous donne l'exemple ici du pied d'athlète. Donc, c'est une infection qui est causée par un mycète, une levure, si vous voulez. Donc, ici, pourquoi la levure va pouvoir coloniser la peau humaine et provoquer l'infection qui est le pied d'athlète? C'est parce que ce micro-organisme-là trouve au niveau de la peau humaine de quoi se nourrir. Donc, elle se nourrit de kératine, donc la protéine là, qui est à la surface de la peau. Donc, elle trouve des nutriments, des conditions d'humidité adéquates, puisque donc souvent le pied d'athlète se développe lorsque le pied est humide. Donc, il y a de l'oxygène, et le pH est adéquat et surtout la température est adéquate puisqu'on est autour de 37 degrés Celsius ici là, au niveau de la peau. Quels sont les grands groupes de micro-organismes? D'abord, il faut définir certains termes. Les termes acaryotes, prokaryotes, eucaryotes, pour bien distinguer ces grands groupes. On va considérer un acaryote comme un micro-organisme étant dépourvu de cellules. Ces micro-organismes qui sont dépourvus de cellules ne sont pas considérés comme vivants. L'exemple typique ici, c'est les virus, qui sont des assemblages de protéines et de matériel génétique sans être constitués d'une cellule. Donc, pour cette raison-là, comme ils ne sont pas capables de se reproduire tout seuls puisque dépourvus d'au moins une cellule, ils sont considérés comme non vivants. Les prokaryotes sont des cellules dépourvues de noyaux. Donc, ici, on a un exemple de cellules prokaryotes. Donc, il s'agit d'une bactérie. Donc, on voit qu'il y a une cellule en tant que telle, donc avec sa membrane cellulaire, du matériel génétique à l'intérieur, mais il n'y a pas de noyau qui renferme ce matériel génétique-là. On note aussi que les cellules prokaryotes sont beaucoup plus petites que les cellules eucaryotes. Donc, les cellules eucaryotes, c'est les cellules typiquement comme les cellules animales qui sont dotées d'une membrane cellulaire, de noyaux et de plusieurs organites également.
Pour bien distinguer les grands groupes de micro-organismes, il faut aussi distinguer les termes acellulaire, unicellulaire et pluricellulaire. Comme le nom l'indique, acellulaire signifie non constitué d'au moins une cellule, comme les virus dont je vous parlais tout à l'heure. Les unicellulaires sont constitués d'une seule cellule, donc chaque cellule est indépendante des autres, alors que les organismes pluricellulaires sont constitués de plusieurs cellules spécialisées. Donc maintenant qu'on a défini les grands termes, on peut s'intéresser au groupe de micro-organismes. Je vous présente ici une image tirée de l'ouvrage de Fauché, l'édition 2019. Les micro-organismes peuvent être catégorisés en non-vivants et vivants. Chez les non-vivants, on trouve bien sûr les organismes dépourvus de cellules, qui ne sont pas constitués d'au moins une cellule. Parmi ceux-ci, les virus et les prions, essentiellement constitués de protéines, ce sont des acellulaires. Chez les vivants, tous les micro-organismes sont constitués d'au moins une cellule. Lorsque ces cellules sont dépourvues de noyaux, on parlera de prokaryotes. Ici, on parle des bactéries, qui sont des organismes unicellulaires. On trouve aussi des êtres vivants qui sont constitués de cellules eucaryotes, c'est-à-dire dont le matériel génétique est renfermé dans un noyau. On y trouve des organismes unicellulaires, comme les protozoaires, ou les levures, chez les mycètes. Et on y trouve des organismes pluricellulaires, comme les moisissures, toujours chez les mycètes, les almènes, qui sont des vers parasites, et des arthropodes, qui sont des micro-organismes qui ressemblent, si vous voulez, à des petits insectes, là, comme les poux, les puces. Lorsqu'on nomme les micro-organismes, on leur donne des noms scientifiques qui peuvent vous apparaître compliqués. Par exemple, vous allez être confronté là, à des cas d'infection et on va vous dire que, par exemple, un patient est infecté par Clostridium difficile ou par Streptococcus pyogenes. Ces noms-là, en fait, sont constitués du nom de genre et du nom d'espèce pour un micro-organisme donné. Donc, habituellement, le nom de genre, on l'inscrit en italique avec une majuscule et le nom d'espèce en italique mais avec une minuscule. À titre d'exemple, nous les êtres humains, nous sommes des Homo sapiens, donc Homo est le nom de genre, sapiens le nom d'espèce. Escherichia coli, la bactérie qui colonise le côlon chez l'être humain, donc appartient au genre Escherichia et à l'espèce coli. Staphylococcus epidermidis, qui colonise la peau humaine, appartient au genre Staphylococcus et à l'espèce Epidermidis. Clostridium difficile appartient au genre Clostridium, un type de bactérie, et à l'espèce difficile. On peut se demander d'où viennent ces noms de genre et d'espèces. En fait, il s'agit d'échelons de la classification des organismes. Chaque organisme est classé en une espèce qui appartient à un genre, qui appartient à une famille, à un ordre, qui appartient à une classe, qui appartient à un embranchement, jusqu'au domaine des êtres vivants. Au-delà des noms d'espèces des micro-organismes qui servent vraiment, par exemple, à distinguer une bactérie pathogène d'une autre, il faut aussi s'intéresser au sérotype. Donc, le sérotype, c'est un numéro qu'on va donner à une souche d'une espèce bactérienne donnée. Et ça, c'est super important parce que certaines souches de la bactérie E. coli, par exemple, vont être endogènes chez l'organisme humain, donc pas pathogènes du tout, alors que d'autres souches vont l'être. Donc, les souches bactériennes ont des sous-espèces qui sont issues de mutations. Et ces sous-espèces-là
sont identifiés par un sérotype. Et comme je vous disais, certaines sous-espèces sont pathogènes alors que d'autres non. À titre d'exemple, E. coli 0157H7, donc ici le 0157H7, c'est le sérotype de l'espèce E. coli. Donc, c'est une souche pathogène qui cause la maladie du hamburger ou, si vous voulez, le syndrome hémolytique urémique. Donc, c'est une infection très grave dont on peut mourir. Donc, à distinguer de la fameuse E. coli qui colonise normalement le côlon humain sans l'affecter. Il existe le même principe pour catégoriser les virus. Donc, on va avoir plusieurs souches d'influenza en fonction des mutations de ces virus-là. Donc, certaines souches, comme la H5N1, est plus pathogène. On a vécu récemment l'épisode de la COVID, donc le virus qui cause la COVID. Donc, il existe différentes mutations. Bien, ici, le BA286, c'est le sérotype pour catégoriser une mutation de ce virus-là. Alors, c'est ce qui conclut cette capsule d'introduction à l'étude des micro-organismes. Dans une prochaine capsule, je vous donne rendez-vous pour mieux distinguer les grands groupes de micro-organismes.